Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'une carrière militaire exceptionnelle dans l'armée de l'air et de l'espace par le biais de notre invité, qui est le général de division aérienne Vigilant. Bienvenue, général Vigilant. Bonjour. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors tout d'abord, vous êtes général de division aérienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Eh bien, un officier général, ça correspond à un grade terminal, un grade qui permet d'avoir des fonctions de direction au terme d'une carrière militaire assez longue et variée. Et puis le fait que ce soit de division aérienne, c'est pour dire que je suis de l'armée de l'air et de l'espace. À ne pas confondre avec armée de terre ou avec la marine. Très bien. Alors comment on arrive à ce grade, comment on arrive à ce poste ? Eh bien, je dirais avec beaucoup d'engagement, de travail et de motivation. En fait, j'ai choisi de rentrer dans l'armée de l'air il y a déjà bien longtemps. Si vous voulez que je vous... Je veux bien. Alors, quand vous dites bien longtemps, c'est un choix libre ou bien c'est un choix absolument libre. Il y a un passé militaire de papa, il y a des exemples dans la famille. C'est un choix absolument libre. Et donc, une petite anecdote, c'est que j'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion, aussi loin que je me souvienne. Petit à l'école, mes parents me disent déjà, je dessinais des avions partout. Et puis, à l'occasion d'un de mes premiers voyages en avion à la Martinique, je suis descendu du Boeing 747 en disant à mes parents « je veux être pilote ». Et là, je devais avoir 9 ans. Et cette idée ne m'a jamais quitté. Mon père, effectivement, était militaire dans l'armée de terre. Et donc, l'idée de servir son pays tout en se livrant à sa passion, qui est de voler, a traversé mon esprit. Et finalement, j'ai décidé de devenir pilote militaire. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu passer toutes les épreuves, les concours, les expertises médicales, enfin bref, c'était un cheminement assez sélectif. Mais j'ai pu, grâce à l'aide de tous les gens qui étaient autour de moi et qui m'ont soutenu, arriver à décrocher le Graal, d'abord rentrer à l'école de l'air, oui. À l'école de l'air. Donc c'est sur concours, c'est ça ? C'est un concours de niveau mathématiques spécial. Donc rentrer dans cette école où on devient ingénieur et officier, puisque c'est l'école d'officiers des officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Et puis ensuite, j'ai suivi la formation pour jusqu'à être breveté pilote de chasse. Alors, vous êtes aussi breveté de l'école de guerre française et espagnole. Pourquoi et espagnole ? Alors ça, c'est beaucoup plus tard, une quinzaine d'années après être rentré à l'école de guerre, à l'école de l'air, pardon. Nous faisons, les officiers français suivent une nouvelle scolarité pour leur permettre d'accéder à des fonctions de niveau supérieur. Typiquement, commander une base aérienne, commander un régiment dans l'armée de terre. Et cette école est interarmée, l'école de guerre. On y rentre sur la base d'un concours. Et à l'époque, moi, j'avais choisi de faire cette scolarité à l'étranger. Et je me suis porté volontaire pour aller en Espagne. J'ai été retenu. Et donc, j'ai réussi le concours de l'école de guerre en France. Mais ensuite, je suis parti faire cette scolarité en Espagne, dans l'école de guerre espagnole. Et j'ai eu le diplôme des 2 écoles, espagnole et française. Très bien. Alors, pilote de chasse, c'est ça ? Donc, plus de 3000 heures de vol. À peu près 90 missions de guerre. Est-ce que vous avez une anecdote particulière ou bien un vol qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière ? Oh, il y en a eu beaucoup, mais peut-être 2 vols qui m'ont particulièrement marqué. Mon premier vol sur avion à réaction, enfin sur l'Alpha Jet. Donc j'ai déjà une petite expérience de pilote. Ça fait 1 an que je vole essentiellement sur Fouga Magister, qui est un avion d'entraînement à l'école de l'air. Et j'arrive à l'école de chasse à Tours et je fais, après les séances de simulateur, la formation théorique, je fais mon premier vol en Alpha Jet. Et l'Alpha Jet, c'est l'avion de la patrouille de France. C'est un petit avion, c'est un avion de chasse, quoi. Donc ça va vite. Petit avion, mais puissant. Exactement. Et là, on me dit, tu verras, ça va aller très vite. Oui, mais bon. Et donc, je suis sur la piste, avec un moniteur derrière moi. Je lâche les freins, je décolle. Et j'avais bien la checklist en tête. Donc, une fois qu'on a atteint telle vitesse, je dois rentrer le train d'atterrissage. Et le temps que je tende ma main, paf, le train était rentré tout seul. D'accord. Tellement ça allait vite. La vitesse, et puis, les volets, tac. Et en fait, le moniteur derrière faisait les actions à ma place parce que j'étais beaucoup trop lent. Okay. Ça allait tellement vite. Et là, je me suis dit, waouh. Et puis, il y a d'autres avions sur lesquels vous avez volé, notamment Mirage, c'est ça ? Et Mirage, puis Mirage F1. Mirage F1 et Mirage 2000. C'est quoi la différence ? Eh bien, le Mirage F1, c'est un avion de chasse à l'époque défense aérienne, de la génération des années 70-80. Et le Mirage 2000, c'est l'évolution des années 80-90. Donc, c'était mon dernier avion de combat quand je commandais la base aérienne de Dijon. Et je dirais que le deuxième vol qui m'a beaucoup marqué, c'est mon dernier vol dans l'armée de l'air sur Rafale. Alors, j'étais un pilote en place arrière, mais néanmoins, c'était mon dernier vol dans l'armée de l'air sur un avion de chasse. Et ce vol était formidable parce que le pilote qui était aux commandes
commandait le même escadron que j'avais commandé une quinzaine d'années plus tôt. Et il m'a laissé les commandes, et donc j'ai pu apprécier toute la performance de ce dernier avion de combat de l'armée de l'air française. Très bien. Donc du coup, quand vous prenez l'avion, c'est quelle sensation? Quand vous prenez des avions dits normaux, Moi, le vol, c'est une drogue dure, donc dès que je quitte le sol, je suis heureux. Et j'ai complètement confiance dans les pilotes parce que je connais la rigueur de leur entraînement. Ok, très bien. Vous avez été aussi auditeur du collège de l'OTAN. En quoi ça consiste? Donc, l'OTAN, si je remonte bien dans mes leçons de géographie ou organisation du traité de l'Atlantique Nord. Oui. Donc, en quoi ça consiste être auditeur de l'OTAN? Alors, dans notre formation, dans notre carrière militaire, on fait plusieurs formations. Après l'école de l'air, qui est sa formation initiale, l'école de guerre dont on a parlé, qui est une formation intermédiaire, et le troisième niveau de formation militaire supérieure, on peut le faire ou en France ou à l'étranger. Et moi, j'ai choisi de le faire à l'étranger et de le faire à Rome, en Italie, où se trouve le collège de l'OTAN, qui est une école de formation d'officiers supérieurs, officiers qui ont vocation à devenir ensuite des officiers généraux, et c'est une école internationale. Et donc, tous les pays membres de l'OTAN participent à cette école. Et nous accueillons également des officiers de pays partenaires, et nous apprenons essentiellement, bien sûr, de la stratégie, de la géopolitique, les organisations internationales de sécurité. Enfin, c'est absolument passionnant. Et en tant qu'auditeur, vous devez faire quoi? Vérifier les comptes, vérifier non. les dépenses? Un auditeur, c'est pour dire qu'on n'est pas un étudiant, mais que l'on est un professionnel qui va aller acquérir des compétences supérieures, mais on n'est pas traité comme des étudiants. On n'est pas du tout dans de l'audit, en fait, dans l'audit financier ou des choses comme ça, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ok, très bien. C'est juste un niveau de... Enfin voilà, c'est un qualificatif pour quelqu'un qui est étudiant, mais qui est déjà assez ancien, assez expérimenté. Et à la fin, on lui fait pas un examen avec un diplôme comme dans une université, quoi. C'est juste pour dire ça. Comment vous vous distinguez visuellement dans les grades? Comment on sait que vous êtes général de division quand vous arrivez quelque part parmi tous les grades qui existent dans l'armée? Alors quand on est en uniforme, ce que l'on dit souvent, c'est que la différence entre l'armée et le secteur civil, c'est que dans l'armée, on peut tout de suite identifier les personnes parce qu'elles portent leur grade sur leurs épaules ou sur leurs manches. Comme on voit sur la photo. Alors sur la photo, là, j'étais un petit peu plus jeune, là j'étais général de brigade aérienne et j'ai 2 étoiles. Et lorsque l'on a une étoile de plus, 3 étoiles, on est général de division. Très bien. Donc voilà. Là, à l'armée, tout le monde est au courant du langage, tout le monde sait à qui on a affaire. Exactement. Et quand on est dans une entreprise civile, ça change, parce que justement, les gens sont tous en costume-cravate, mais il y a quand même des généraux dans les entreprises, et puis il y a des officiers subalternes, et on ne sait pas toujours qui est qui. Donc vous êtes précédemment directeur de l'école de guerre, parce que vous n'êtes plus en fonction. Oui. En quoi ça consistait d'être directeur d'une école de guerre? Alors, l'école de guerre française, c'est une école prestigieuse qui a été créée au XIXe siècle et qui a vocation à former tous les officiers français des 3 armées, 4 armées en incluant la gendarmerie, pour leur apprendre à travailler ensemble et à être capable de planifier et de conduire des opérations militaires dites interarmées. Et donc, j'ai été nommé à la tête de cette école parce que j'avais une grande expérience opérationnelle assez récente, puisque je revenais d'un théâtre d'opération. J'avais également une forte expérience internationale. Et donc, l'objectif, c'était de transmettre toute cette expérience aux officiers plus jeunes qui allaient être appelés à accéder à des fonctions de direction et de commandement. Alors, comment on adapte les nouvelles formations? Parce qu'il y a la guerre à l'époque où nous étions jeunes, on va dire, je me mets dans le lot, et les guerres maintenant qui ne sont plus les mêmes. On a des cyberattaques, on a même là tout récemment des guerres commerciales. Oui. C'est plus les guerres étatiques comme on avait avant, où il y avait vraiment 2 pays clairement identifiés. Vous avez tout à fait raison. Alors ça a été un processus continu, mais dans mon mandat, lorsque j'ai pris la direction de l'école de guerre, on m'a demandé, enfin le chef d'état-major des armées m'a demandé d'adapter la formation des officiers pour qu'elle soit plus en phase avec notre nouvel environnement stratégique. Et l'accent, je dirais que j'ai mis 2 accents. Le premier, c'était, je vous ai parlé tout à l'heure d'une école interarmée où terre, air, mer apprennent à travailler ensemble. Et j'ai rajouté à ces 3 environnements de combat le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique, le champ de l'information. Bref, que les officiers aient une approche beaucoup plus globale des champs de confrontation. Et puis la deuxième inflexion que j'ai voulu donner, c'était de renforcer la dimension internationale et européenne de l'école. Parce que mon expérience opérationnelle, c'était au sein d'une grande coalition au Moyen-Orient. Et ce que j'ai vécu, c'est qu'on ne fera pas la guerre seul. Et pour être performant au combat, il faut s'être entraîné auparavant avec ses alliés. Très bien. Alors, vous êtes actuellement retraité de l'armée, je précise bien?
Alors, pas exactement retraité, je suis ce qu'on appelle un général en deuxième section, Ok. c'est-à-dire que je ne suis plus en service actif, hein, donc je ne porte plus mon uniforme tous les jours. Mais la deuxième Depuis combien section, de temps à peu près? ça fait 3 ans, pratiquement 3 D'accord, ans, c'est récent quand même. assez récent. Mais quand on est en deuxième section, ça permet à l'institution de nous rappeler s'il y a un besoin de renfort. Hein, ça a été le cas d'ailleurs, même pas un an après avoir quitté. J'ai été rappelé par le ministère pour pouvoir contribuer à l'organisation d'un grand séminaire international à la demande du président Macron. Voilà. Et là, j'ai pu, avec mon expérience, prêter mon concours aux gens du ministère qui n'étaient pas suffisamment nombreux. Voilà, donc c'est le genre de fonction que l'on peut être amené à mener en appui des gens qui sont toujours au sein de l'institution. Donc, est-ce que ça veut dire que psychologiquement, vous n'êtes pas, je ne vais pas dire tranquille, mais on peut vous appeler à tout moment, vous avez décidé de changer de vie complètement, de partir, Oui. vous installer ailleurs, et tout à coup on vous rappelle pour une mission? Alors le rappel, c'est comment dirais-je, c'est une discussion. D'accord. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en guerre, on va me demander si ça m'intéresse, et puis si je Vous suis avez le droit de disponible. refuser. Oui, tant que qu'on n'est pas en guerre. Après, si on est en guerre, bien évidemment, je reste Vous un êtes officier de l'armée française. réquisitionné, Ils n'auront pas besoin de me réquisitionner. Moi, j'ai la volonté de défendre mon Très bien. pays avec un uniforme ou sans uniforme. Donc voilà. Et on peut vous rappeler jusqu'à quel Alors âge? là, Parce qu'à un aujourd'hui, moment donné, c'est jusqu'à 67 ans. Ok. Et on considère qu'un officier général est vraiment à la retraite à partir de 67 ans. Ok, très bien. Et maintenant, vous êtes président d'une société qui s'appelle Be Vigilant, Oui. que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ça consiste? Oui, alors après avoir quitté mes fonctions dans les armées, j'ai eu la volonté de mettre toute mon expérience opérationnelle et internationale au service des entreprises, parce que je me suis rendu compte que finalement, pour qu'un pays soit fort et qu'il ait une défense forte, ben, il fallait que l'économie soit forte. Et donc mon objectif, c'est d'accompagner des dirigeants d'entreprises innovantes, en particulier sur des technologies de rupture et stratégiques, pour les aider à trouver des financements en France ou en Europe, pour se développer et créer des champions européens, enfin des champions de taille mondiale, mais basés en Europe ou en France. En gros, éviter la fuite de nos talents qui souvent n'arrivent pas à développer leurs activités en France ou en Europe, pour les causes que vous connaissez, Oui. et très souvent qui vont aux États-Unis ou dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver des soutiens en France. Et puis la deuxième chose, c'est aussi d'aider les gens, d'aider les chefs d'entreprise à comprendre l'évolution brutale de notre monde et faire sens de ce changement géopolitique majeur pour les aider à prendre les bonnes décisions en termes de chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez dire que votre expérience militaire vous aide à avoir un regard à 360 sur toutes les strates, en fait, finalement, de la société? Et du coup, ça vous sert particulièrement dans la gestion des entreprises et la direction des dirigeants? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte, les militaires, que dans notre carrière, nous sommes continuellement formés et nous avons des parcours très diversifiés. J'ai été militaire pendant 36 ans, mais j'ai fait plusieurs métiers différents. Plusieurs métiers différents, vraiment différents. Et bien sûr, dans un environnement national, mais aussi international, et en fait, et là je suis comme mes camarades, hein, ça nous permet d'avoir une expérience très large. Et je dirais que cette expérience, elle est utile pour la société civile à deux niveaux. D'une part, au niveau, je dirais, fonctionnement interne, parce que nous avons l'habitude de commander des hommes et des femmes, donc de manager des organisations. Voilà, pour que ça fonctionne, comment on mobilise les énergies, comment on fixe un objectif et comment on entraîne une équipe pour accomplir quelque chose. Et puis la deuxième expérience qui est intéressante, c'est que comme on s'est beaucoup déplacé dans le monde, hein, moi j'ai été dans plus d'une cinquantaine de pays, en particulier dans des zones de crise, pas très touristiques, mais du coup on a une appréciation de notre environnement géopolitique qui est différente. Oui. On a une vue globale et ça permet de mettre en perspective les difficultés auxquelles notre pays peut être confronté, parce qu'on sait que ce qui se passe là, en fait, c'est lié à une crise internationale où parfois on a l'impression que c'est indépendant, mais pas du tout. Toutes ces crises sont connectées. Sont liées. Vous avez la sensation d'être, dans votre quotidien, dans votre personnalité, d'être toujours en alerte? Alors j'ai du mal à me débrancher, oui. Ma femme dirait que je suis un peu trop accroché à l'actualité, mais non, je reste... C'est une déformation... En fait, c'est aussi un intérêt. Oui. En fait, moi j'ai deux passions dans le vol, hein, enfin dans la vie professionnelle, je dirais, c'était le vol, et mon autre passion, c'est la géopolitique. Et c'est naturel pour un officier d'avoir une compréhension de ces dynamiques dans le monde. Et donc je reste tout à fait connecté à cette actualité pour la décrypter, pour la comprendre, et aussi pour proposer aux autorités politiques ou autres des modes d'action pour que l'on protège mieux nos intérêts et que l'on arrive à protéger ce que nous sommes.
Très bien, Général Vigilant. Alors là, ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui souhaiterait s'engager dans des carrières de la défense ou de la sécurité internationale? Eh bien, si c'est votre souhait, faites preuve d'ambition et surtout, ne mettez pas de limite à vos rêves. C'est illimité comme le ciel. Absolument. Visez la Lune et au mieux, au pire, vous arriverez dans les étoiles. Tout à fait. Merci pour cet échange, vous en Général prie. Vigilant. Merci beaucoup, Astrid. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu et a donné aux jeunes envie de s'engager. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.